Voilà, alors on recommence cet après-midi avec Michael Esfeld, qui nous présente sa conférence « Le scientisme politique contre la science et l'état de droit, les cas du Covid-19 et du changement climatique ». Ça, c'est spécialement pour Philippe Séguesser. Presque, voilà. Michael Esfeld est professeur de philosophie des sciences à l'Université de Lausanne et il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Il est membre de l'Académie nationale de l'Allemagne et a reçu le prix de recherche de la Fondation Alexander von Humboldt. Il siège au conseil de fondation de l'Institut libéral de la Suisse. Le professeur Esfeld est un fervent défenseur des principes d'honnêteté scientifique et d'éthique. Alors on lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Bien, merci Michel, merci Eric pour ce programme magnifique. Merci d'être venu le dimanche. Donc, comme Michel vient de dire, je ne suis pas scientifique du climat ou de l'énergie, mais philosophe. Et on m'a accordé 45 minutes, donc il aura ce dimanche après-midi une leçon de philosophie. Je m'excuse, mais voilà, ça c'est ma profession. Donc, cette leçon aura trois parties. Donc, premièrement, une diagnose. Deuxièmement, une analyse de ce qui est plus fondamental là derrière. Et troisièmement, une sortie avec des tâches pour vous. Donc, c'est pas facile. Donc, mais la diagnose, pour commencer, elle est facile. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit avec toutes ces paroles de crise, ce que l'état d'urgence, cette crise climatique, crise du Covid, je ne sais pas s'il y a crise de l'occidental, etc., l'état d'urgence prend la place de l'état du droit. Okay? L'état du droit, c'est l'état qui se base, comment ça s'appelle, sur le droit et sur le droit naturel, sur les droits que chacun de nous a en tant que citoyen ou en tant qu'être humain. Les droits de défense contre des interventions non sollicitées dans la manière dans laquelle vous façonnez votre vie. Et comme c'est général, bien sûr, en ayant de la liberté à vous autodéterminer, vous avez aussi la responsabilité, c'est-à-dire l'obligation de respecter la même liberté pour tous les autres. Donc, c'est clair que, disons, et que l'État est là pour régler des cas de conflits. Maintenant, si l'état d'urgence arrive, il y a quelque chose qui remplace ou qui met à l'écart l'état du droit. Parce que maintenant, vos droits de citoyen, vos droits de l'homme ne sont plus fondamentaux. L'État peut dire que parce qu'il y a une urgence d'un virus, une urgence du climat, je ne sais pas quoi. On a inventé beaucoup des urgences dans l'histoire. Vos droits sont mis en suspens et l'État peut régler même votre vie privée. Et ça me fait rappeler une citation, une phrase qu'on attribue à Carl Schmitt, qui était un juriste de droit public allemand du XXe siècle, qui a dit que, je traduis, le souverain est celui qui a le pouvoir de déclarer l'état d'urgence. Et bien sûr, parce que celui qui a le pouvoir de déclarer l'état d'urgence a le pouvoir de vous priver de vos droits. OK? Et maintenant, la leçon de philosophie, c'est très facile, c'est la logique, c'est les conséquences logiques. Alors, si le gouvernement peut déclarer l'état d'urgence à son gré, alors le gouvernement est le souverain et non le peuple. Okay? Et si le peuple vote en faveur des lois qui accordent cette prérogative au gouvernement, alors, malheureusement, le peuple abandonne sa souveraineté. C'est aussi facile que ça. Dans une démocratie, le peuple est souverain. Ça veut dire qu'aucune institution ne peut priver le membre du peuple, donc en anglais on peut dire « the members of the public », de leurs droits fondamentaux. Okay? La démocratie se base sur le respect du droit d'autodéterminer sa vie de chacun
et de chacune. Okay? Donc, il y a une caricature de la démocratie qui veut dire que la démocratie, c'est deux loups et un mouton votent sur le souper. Ça, c'est apparemment pas la démocratie. La démocratie se base sur le droit de chacun de se faire elle-même, lui-même, le jugement sur ses pensées, ses croyances, ses préférences, valeurs, sa manière de façonner sa vie. Et ça implique une séparation claire entre ce qui est du ressort du domaine public, sur lequel on peut voter. Donc, on peut voter si on construit une rue là à Nyon où, je ne sais pas, Nyon n'est pas assez grand pour un tramway, donc des questions qui concernent le domaine, l'infrastructure publique, etc. Et la vie privée. Donc, on ne peut pas régler comment vous allez, ce que vous allez manger, ce qu'on fait dans le régime du climat, donc ce que vous allez manger, comment vous allez chauffer votre maison, dans le régime Covid, qui vous allez inviter chez vous, si vous êtes vacciné ou non, ça c'est votre affaire privée, etc. Et le moment où cette distinction entre une sphère publique, des choses sur lesquelles on peut voter parce que concerne le domaine public, et la sphère privée qui est la base pour que chacun puisse s'autodéterminer, faire une opinion, etc., qui est la base du respect des droits de l'homme, si ces deux sphères ne sont plus séparées, on laisse en arrière l'état du droit, l'état constitutionnel, la démocratie, et on installe l'état d'urgence. Donc ça, c'est le diagnostic de ce qui se passait, ce qui est devenu évident dans le régime du Covid, et ça risque de se répéter dans le régime du climat. Donc, manque de respect de la séparation, du clivage entre ce qui ressort des décisions démocratiques dans un État, sphère publique, et sphère privée, ce qui est le ressort que chacun peut autodéterminer de sa façon. Et on fait ça, on a vu ça. Là, j'ai dit gouvernement à son gré, parce que là, si le gouvernement peut déclarer un état d'urgence, il le fait selon son jugement, et il a fait que ça peut se vraiment passer de son gré. Donc, je ne sais pas ce que je peux vous offrir, mais je peux vous offrir un gâteau, un livre, un café, etc. Donc, je promis que dans la pause, j'offre à chacun qui peut me citer un seul fait sur lequel le régime d'urgence Covid s'était basé. Et je vous dis, il n'y avait pas un seul fait. C'est pour ça que je dis là à son gré. Et mi-mars 2020, je n'ai pas peur d'un virus parce que, disons, j'ai une formation minimale scientifique, donc j'ai étudié des statistiques, mais même si je ne l'avais pas faite, c'était clair qu'il n'y a pas de danger pour la population, mais peur du gouvernement. Si même en Suisse, le gouvernement peut m'interdire d'un jour à l'autre ou réglementer si et comment je peux sortir de la maison, dans quelle mesure je peux aller dans des magasins, dans quelle mesure les écoles sont ouvertes ou non, si je peux aller comme ça dans un train ou si je dois me veiller, me mettre en veille, etc. Ou même si je dois montrer avant qu'entrer ici, montrer votre certificat et votre droit d'entrée, etc. J'ai peur du gouvernement, c'est fini. Et j'ai su, il n'y avait pas un seul fait, donc l'offre est là. Si vous arrivez à montrer un seul fait, vous avez un choix libre de ce que je dois vous offrir. Okay? Donc ça, c'est le danger qu'il y a là derrière. Et vous voyez tout de suite les tâches. Donc les tâches sont claires. Et dans une démocratie, disons, il n'y a pas comme méthode, comme moyenne, comme instrument, il n'y a pas autre possibilité de convaincre les autres. Donc, ces lois qui permettent ça au gouvernement, moi, je pense qu'elles
elle devrait disparaître. Et comment est-ce qu'on y arrive? En faisant ce qu'on fait aujourd'hui, etc., en essayant de convaincre les autres gens. Il n'y a pas d'autres moyens. Il faut gagner finalement. Donc Michel était très actif là-dedans. Dans une démocratie, il n'y a que d'autres moyens que d'essayer finalement de gagner des votations, etc. Donc ça c'est clair. Donc nous devons faire quelque chose. Maintenant, moi je suis philosophe des sciences. Donc, ce que j'ai vu là-dedans, comment est-ce que ça se passe? Il y a une instrumentalisation de la science, comme si la science était une religion qui peut dire aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, bien sûr, le gouvernement, s'il déclare un état d'urgence, il ne peut pas faire comme ça. Il ne peut pas dire que nous sommes le Conseil d'État ou le Conseil fédéral et maintenant nous nous confions. Okay, il doit dire que voilà, il y a apparemment des scientifiques, donc moi je dirais des pseudo-scientifiques, donc des gens qui n'ont pas apporté des faits, mais des calculs un peu arbitraires. On a vu ça avant avec la distinction entre ce qu'on voit et ce qu'on prédit. Bien sûr, on peut toujours, le risque n'est jamais zéro, donc on peut toujours prédire tout mal, etc. Donc on instrumentalise ça. Moi, je défends la science, donc je pense que pour autant qu'il n'y a pas d'intervention externe politique, la science fonctionne très bien. Et elle est très bien, les institutions scientifiques sont très bien capables de s'autocorriger. Donc, si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas bien fondé, il y aura quelqu'un d'autre qui dit « show me your data ». Donc, on aimerait bien avoir les données, etc. Donc, il y a les débats, ça se règle. S'il y a une intervention politique extérieure, c'est fini. Donc, je défends la science et je dis que c'est une instrumentalisation externe de la science. Je reviendrai là-dessus, il n'y a rien, disons, qui est faux ou qui est mal dans la science en tant que telle. Et tout ça, ce n'est pas nouveau. C'est la deuxième chose. Ce n'est pas quelque chose d'effrayant parce que c'est nouveau, c'est quelque chose d'effrayant parce que c'est ancien. Donc ça m'a rappelé, si je vais 100 ans en arrière, on a déjà vu la même chose avec un autre thème, mais les thèmes, on peut les échanger. C'est l'eugénisme. Donc l'idée, très brièvement dite, qu'il y a des mauvaises et des bonnes gènes. Donc dans l'évolution, il y a la sélection naturelle. Donc ceux avec les mauvaises gènes ne se reproduisent pas tellement. Et dans la civilisation, la sélection naturelle n'opère plus. Donc il y a l'urgence de la reproduction des mauvaises gènes, de sorte que la génération présente en 100 ans en arrière est la dernière génération de l'humanité civilisée, si le temps n'intervient pas avec des stérilisations des gens avec des mauvaises gènes. Et pour se faire stériliser, on doit offrir une saucisse aux 50 francs, etc. Et s'ils n'ont pas répondu à cette offre, on a montré un peu la pression jusqu'à ce que, et ça c'était pas en Suisse, mais dans des démocraties Scandinavie, États-Unis, etc., et un certain pays voisin que je mentionne pas maintenant, disons, où l'on a forcé ces choses. Et il y avait bien sûr le consensus scientifique là derrière, les experts, etc. Donc tout ça, c'est un déjà-vu. Et malheureusement, si on n'a pas compris l'histoire, apparemment, on doit la répéter. Donc c'est pas scandaleux parce que c'est nouveau, c'est scandaleux parce qu'on a connu tout ça. Et comment est-ce que ça a fini dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale? C'était fini avec ces histoires des gènes et ça s'est disparu comme ça, parce que simplement le progrès technologique, le progrès économique, le progrès social, une société ouverte qui n'exclut personne, qui permet à chacun de contribuer avec ses capacités, a pour effet qu'il n'y a pas un groupe qui est isolé, mais qu'il y a un progrès social général, de sorte qu'un problème, si j'avais jamais eu un problème, que des gènes pour identifier avec certaines strates sociales, etc., c'est résolu d'eux-mêmes. Et la même chose, je dirais donc, si je vois tout ce débat sur le climat, bien sûr, en tant que philosophe historien des sciences, ça me rappelle ces choses. Donc, il y a le soupçon que c'est le même schème qui se répète et que la solution sera simplement la même, que le progrès scientifique
technologique, économique, trouvera la solution et que les politiciens ne sont jamais dans l'histoire un politicien inventé une solution. C'était toujours des obstacles. Donc, si on voit la révolution industrielle, tout ce confort, qu'il y a même des bâtiments avec chauffage, sauf apparemment sur cette place. Donc, tout ça, c'était des inventions scientifiques, ensuite des ingénieurs, etc., dans des marchés libres, c'est-à-dire dans des interactions libres, volontaires, qui ont créé ça. Et si on continue simplement sur le chemin, donc l'énergie nucléaire était déjà mentionnée, on voit qu'il y a un chemin clair qui va de brûler du bois, brûler du charbon, les énergies fossiles, l'énergie nucléaire. On augmente l'efficacité énergétique, ça devient plus efficace, moins cher, donc affordable, de l'énergie pour tous, et ça protège l'environnement. Donc une centrale nucléaire, ça n'émet pas de CO2 dans l'opération, il n'y a pas de pollution, donc si on brûle du charbon, c'est vraiment polluant. Là, ce n'est pas, etc. Donc on voit le progrès là, et j'ai confiance dans ce progrès que des scientifiques, des ingénieurs, des entrepreneurs vont résoudre nos problèmes et que les politiciens ils vont au mieux contribuer rien et au pire faire à ce que ce soit le contraire, ce qu'on voit à nouveau. Donc ça, c'est le diagnostic. Maintenant, il y a quelque chose qui est nouveau. Il y a plus de mots maintenant qu'il y avait avant. Donc, je pense qu'il y a 4 mots là qui nous posent problème. Il y a des primes abord, ce que j'avais mentionné déjà là, c'est cette instrumentalisation ou utilisation de la science que l'on appelle, en termes techniques, pardonnez-moi, le sens philosophique, scientisme. C'est un terme qui est... Disons, pour le débat actuel, on peut surtout invoquer Popper et Hayek, ce qu'ils ont échangé dans les années 40, publié ensuite dans les années 50. Mais est-ce qu'on peut en fait remonter à Descartes? Descartes, philosophe scientifique et philosophe français du XVIIe siècle, c'est lui qui a formulé disons, je le réclame maintenant comme philosophe des sciences, donc c'est la première philosophie des sciences modernes qui a dit que le but de la science, c'est l'objectivité, connaître les faits dans la nature telle qu'elles sont, pour ensuite on peut faire usage pour notre bien-être. Donc, si vous voulez construire des avions, par exemple, okay, c'est utile, si on a des avions, on peut... Disons, avant le 19e siècle, les gens sont émigrés parce qu'il y a des famines en Europe, ils sont émigrés aux États-Unis ou l'Amérique du Sud. Voilà, on a perdu le contact parce que c'est très loin. Maintenant, si on a un avion, on peut leur rendre visite en un jour. On peut rester là, mais OK, donc construire des avions, c'est bien. Et pour construire des avions, bien sûr, il faut connaître les faits sur la gravitation. Il ne faut pas avoir une gravitation ce qu'on entend aujourd'hui, qu'il faut être plus inclusif et les gens qui ont été exclus. Donc, il faut utiliser la gravitation. Malheureusement, c'était à l'époque comme ça. Il faut utiliser la gravitation de Newton et d'Einstein, donc tous des hommes blancs, chrétiens, etc. Donc, avec cette gravitation-là, vous allez y arriver. Avec une gravitation plus inclusive, je ne sais pas, mais ça sera probablement très vite réglé quel avion arrive à son but. Aussi pour les gens qui sont transportés, je ne sais pas où était la dernière conférence, c'était en Azerbaïdjan, c'est toujours dans des lieux très lointains, donc ils doivent tous utiliser la gravitation newtonienne, einsteinienne pour sauver le monde parce qu'ils vont tous aller en des avions et surtout dans leurs avions privés là pour sauver le climat, etc. Donc la science est objective. Elle doit connaître les faits tels qu'ils sont dans le monde. Okay? Elle doit faire abstraction de notre point de vue. Okay? En anglais, il y a ce fameux mot « the point of view from nowhere okay? », le point de vue de nulle part. Ça, c'est le point de vue scientifique. Bien sûr, on ne peut jamais y arriver parce que, bien sûr, on a influencé
par tout son contexte subjectif. Chaque scientifique est influencé par son environnement socioculturel, etc. C'est la raison pour laquelle, à nouveau Descartes, le scepticisme méthodologique doit être la méthode de la science. Parce qu'il faut filtrer tout ce qui est influence, perspective subjective pour arriver à l'objectivité. Le seul moyen pour y arriver est de soumettre chaque hypothèse scientifique à un examen critique. Et Popper a dit que la falsification, la possibilité de prouver comme fausse est le critère de la science. Donc, une hypothèse scientifique ne peut jamais être définitivement confirmée, mais elle peut être prouvée fausse et indiquer ce qui la prouve comme fausse caractérise la méthode scientifique parce que cette objectivité-là est tellement difficile à atteindre, il faut le discours scientifique, etc. Donc vous voyez tout de suite que toute la science est bâtie sur un effort de ne pas avoir cette idée de consensus qui supprime la discussion. C'est complètement anti-scientifique. Donc si quelqu'un dit que 90% des sciences, qu'est-ce que c'est dans le climat? C'est même plus que 90%. Hein? 99,7, c'est le dernier chiffre, ok? Vous savez que lorsque Staline était élu, c'était toujours 99, etc. C'est un peu ça. Disons, il dit que moi, je veux avoir des arguments. Lorsque Einstein a formulé la relativité restreinte, il était fonctionnaire à Berne, il était seul. La relativité générale était même une théorie absurde, etc. Il y a le bon mot que 5 personnes au début l'ont suivi, etc. Et le moment où l'on a pu étudier les papiers, etc., discuter, c'est devenu plus. Mais le développement de la science moderne se fait contre le consensus. Donc, le consensus, si quelqu'un vous dit que 99,7, mais ça, c'est un peu trop, ça, c'est trop Staline, donc disons 90%, ok? Si quelqu'un vous dit tout ça et vous dit que, ben voilà, est-ce qu'il y a un argument? Ça, c'est de l'intimidation, c'est anti-scientifique d'invoquer le consensus. Ça, c'est l'argument le plus faible. Si on n'a pas d'autre chose qu'un dit consensus, il faut s'en méfier. Donc, ça, c'est aussi une leçon de la philosophie des sciences. OK. Revenons sur Descartes et Popper. Si la science est objective, elle fait abstraction de tout ce qui est subjectif. Elle fait abstraction de nos attitudes, de nos préférences, des valeurs, des normes, etc. Ça implique, à nouveau, simple implication logique, que la science, en tant que science, ne peut rien dire sur des normes sociales, ne peut rien dire sur les buts, les projets. Vous savez, on avait mentionné avant Evrando Agazzi, qui était un philosophe des sciences à Fribourg, les projets comme caractérisant que nous sommes libres de nos autodéterminés, de faire des projets, de les exécuter, etc. La science, pour être objective par définition de ce qui est de la science, ne peut rien dire là-dessus. Donc, if someone says follow the science, suivre la science, okay? Vous savez que cette personne-là qui dit ce slogan-là n'a compris exactement rien de la science, vraiment exactement rien. Et vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous dites que vous pouvez, je ne sais pas ce que vous êtes, mais on sait. Vous n'avez pas besoin de continuer. On sait que vous n'avez rien compris de la science. Et si quelqu'un qui a gagné, tu as mentionné des prix, quelque chose que j'avais, disons, il ne faut pas mentionner ça. Si on mentionne qu'il y a ça, tout ça, ça peut bien être. Moi, je défends qu'il n'a rien compris de tout ça. OK? Donc, vous ne pouvez pas follow. You can follow a religion, yes. I don't know what else you can follow. You can follow a music band if you want. But, yeah, disons, mais on ne peut pas suivre la science. Okay? Les succès qu'ont connus les sciences de la nature modernes, c'est parce qu'elles se sont focalisées sur l'objectivité et font abstraction de tout ce qui est subjectif. C'est comme Descartes a déjà vu, la raison pour le succès, c'était élaboré par Popper, par Hayek. Hayek a parlé de ce follow the science.
il a donné le titre de Counter-Revolution of Science dans un livre début des années 50 qui était aussi traduit en français. Le titre, la contre-révolution, disons le rationalisme, c'était traduit, disons, on avait mentionné les politiciens avant. Non, c'était traduit par Raymond Barre en France. Raymond Barre était professeur d'économie, ensuite sous Giscard d'Estaing, Premier ministre de la France. Okay, donc c'est apparemment une époque passée. Okay, là, il y avait... Mais simplement ce souvenir de Popper et Hayek aurait prévenu tout ça, ce qui était montré comme follow the science. Okay? Mais, maintenant le mais, parce que ça connaît le succès, tellement du succès, la science moderne, par l'ingénierie technique, construire des avions, etc., bien sûr, il y a une séduction de penser, OK, alors on peut gérer aussi la société de manière scientifique. Donc, du social engineering, donc l'ingénierie sociale pour améliorer la société, etc. Donc, c'est comme quelque chose qui est séduisant. Et si on vous met dans les médias, si on dit que voilà, en tant que scientifique, il faut faire quoi? Et les scientifiques disent qu'il faut faire ça et ça et ça. Et vous dites aussi que voter scientifiquement, ne votez pas en famille, votez scientifiquement. Et ça implique qu'il faut voter d'une certaine manière, etc. Donc, c'est une séduction, ce lubris qui est là, mais malheureux, disons, comme j'ai dit avant, s'il n'y a pas d'intervention politique, ça se règle très vite en sciences, mais s'il y a un intérêt politique, un intérêt des médias, etc., on met ces gens dans les médias, on proclame que ce sont des experts, etc., et la machinerie peut marcher d'instrumentaliser la science comme arme contre les droits de l'homme. C'est ce qu'on a vu dans ces états d'urgence entre instrumentalisation de la science comme arme contre les droits de l'homme, et ça passe comme terme scientisme. Maintenant, c'est le premier mot. Il y a un deuxième chose de mauvais là derrière, parce que le scientisme ne nous dit pas le but, comme l'ingénierie technique ne nous dit pas le but. Donc, je peux dire, construisez des avions, mais ce n'est pas une question scientifique. Si nous, oui ou non, il faut construire des avions. On connaît l'énergie radioactive, l'énergie nucléaire, la radioactivité, la mécanique quantique, mais ce n'est pas une question scientifique si oui ou non on construit des centrales nucléaires ou des bombes ou des armes nucléaires. C'est évidemment une décision publique, politique. OK? Donc, la question derrière, si on veut faire, disons, pour l'ingénierie technique, c'est toujours un but que vous avez, un projet, pour reprendre le terme d'Agazzi, un projet que vous avez pour votre vie ou un projet collectif qu'une communauté a ou une communauté politique a. Qu'est-ce qui est, si on passe à l'ingénierie sociale? Il faut que quelqu'un donne le but. Et là, intervient maintenant quelque chose qui vienne du marxisme. Donc le marxisme, pour en faire très très brièvement, cherche toujours des victimes, disons, des victimes du capitalisme de prime abord, qu'il a en fait eux, etc. Et le post-marxisme, après la question pour améliorer les conditions des ouvriers, c'était réglé en formant des trade unions, donc en formant des syndicats, en négociant, etc. Ils ont participé au progrès économique et social, pas voté marxiste. Donc les post-marxismes et les intellectuels postmodernes cherchent à identifier des victimes. Et maintenant, là, ça c'est mon explication pourquoi est-ce qu'on sélectionne CO2, qui n'est pas un polluant, pourquoi est-ce qu'on a sélectionné ce coronavirus? Oui, ça permet une perfection de ce schème. Nous sommes maintenant tous des victimes de l'autrui et par là des malfaiteurs. Désolé, si vous êtes là sans un certificat, c'est scandaleux, Michel, c'est scandaleux qu'on laisse entrer les gens comme ça. Parce que c'est décembre maintenant, c'est le 1er décembre, il peut y avoir des virus. Comment est-ce que je peux être certain que que quelqu'un ne répond pas à un virus comme ça? Et de plus, on leur sert du gâteau, du café et
des sandwichs, voilà, ils consomment de l'énergie, ça va faire du mal pour le climat. Ils sont, disons, un peu, ça c'est là le schème, là derrière, on peut vous représenter maintenant qu'avec vos interactions quotidiennes, vous n'échappez pas à faire du mal. Disons, bien sûr, dans les interactions sociales, dans les contacts directs, vous pouvez répandre des virus. Vous consommez de l'énergie. Vous ne pouvez pas empêcher de produire du CO2. Ce n'est pas un polluant, mais on le présente comme ça. Vous pouvez, si vous vous exprimez, disons, quelqu'un, c'était le syndic de Nyon, quelqu'un a regretté, ou c'était un politicien local d'un certain parti qui ne respecte certainement pas la Constitution et les droits de l'homme, qui a dit que malheureusement, il y a liberté d'expression, quelque chose comme ça. Oui, bien sûr, malheureusement, parce qu'il s'arrive que avec n'importe quelle opinion que vous vous exprimez, bien sûr, il y a quelqu'un qui se sent vexé. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'entends et je me sens vexé, mais je ne suis pas obligé de les entendre. Donc, par exemple, la radio, comment est-ce qu'il s'appelle? Disons, la radio financée par de la coercition, donc par la contrainte auquel je dois aussi malheureusement contribuer, je n'écoute pas. Je ne suis pas obligé parce que je suis vexé, parce que j'ai lu là-dedans. Donc, ce que j'ai lu là, ça me vexe. Donc, je n'écoute pas. Donc, alors, bien sûr, pour me protéger maintenant des choses qui m'énervent ou qui me vexent, il faut réglementer ça. Avec n'importe quelle opinion que vous exprimez, bien sûr, il y aura à nouveau quelqu'un, ça c'est le wokisme, qui peut-être dans les ancêtres, dans l'histoire, ont souffert de l'injustice, qui peut bel et bien être vrai, peut être vexé. C'est le schème qui permet ensuite de réglementer sans limite. Alors, avant que vous allez dans une salle comme ça, vous devrez montrer que vous n'êtes pas dangereux. Okay? Alors, vous montrez votre passeport de vaccination, votre certificat, vous montrez votre passeport climatique, que vous êtes venu à pied, à vélo, voiture électrique. Pour ça, vous pouvez boire un café, voiture motorisée, donc pas de sandwich avec du poulet à midi, donc clé, etc. Et encore, les opinions que vous avez exprimées, etc. Non, pour vous... il aura... Vous pouvez pas. Donc, ça ouvre... Ça, c'est le schème, là. Ça ouvre la porte à une régulation sans limite. Et bien sûr, l'idée là derrière est cette idée de superstition. Donc, la religion a bien sa place, donc, et peut-être, mais ce n'est pas réalisé sur Terre que l'on peut réaliser, créer un nouvel être humain qui ne répand plus de virus, qui ne consomme plus d'énergie et qui dit uniquement des opinions qui plaisent à tout le monde. Et comme j'ai dit, maintenant on peut réglementer tous. Et pour installer ce régime, c'est qu'il faut maintenant, parce qu'autrement vous allez révolter, etc., il faut de vous dire, voilà, il y a une urgence, on n'a plus de temps à perdre, etc., on doit le faire maintenant. Disons, il y a tout cet appareil qui sème de la peur, etc., pour que vous n'allez pas vous révolter. Moi, j'étais naïf. Donc, en février 2020, je me souviens, il y avait ce virus de la Chine, il y avait des images de Wuhan, etc. Je me méfiais de ce qui vient de la Chine parce que l'information, disons, passe pas librement. Donc, j'ai étudié les statistiques et je pensais, OK, c'est réglé. Et puis, il y avait ce type... Matt Hancock, ministre de la Santé britannique, qui a dit dans la télé, « Oh, what a nice idea, we could do this in Britain as well. » Écoute, on pourrait confirmer des villes entières. Et j'ai pensé, cet homme, il est complètement fou. Hein? Donc, si on essaye de faire ça chez nous, la population va se révolter et d'un jour à l'autre, il aura quitté son poste de ministre de la Santé. Et bien sûr, j'étais complètement naïf là. Je pensais la population ne va pas la permettre. Donc, normalement, si quelqu'un vous dit que montrez-moi, mon cher collègue,
montrez-moi votre permis de vivre ou d'être ici. OK, je dis que qu'est-ce qui vous prend, hein? Finito. Mais alors, on doit mettre quelques places en place. Donc là, j'aurais dû mettre un bracket et dire que voilà, ça passe uniquement, ça renvoie à ce que j'ai dit avant, si vous pouvez créer la situation d'un état d'urgence. Autrement, ce n'est pas possible. Les gens ne vont pas semer la peur, etc. et tout ça. Et ça, vous pouvez faire uniquement s'il y a quelque chose de sous-jacent. Donc, je n'ai pas introduit, là, je pense, les termes marxistes de Überbau et de Unterbau sont corrects. Je n'ai pas trouvé une traduction française bien. Donc, il y a une superstructure intellectuelle et il y a une structure sous-jacente. Et ça, c'est ce qui est... Donc, la structure sous-jacente a également deux éléments. Il y a l'état paternaliste. Okay? Donc, l'état de droit constitutionnel, époque moderne, au lieu de Louis XIV, qui était une monarchie absolue, on a l'état constitutionnel. Et la tâche de l'état constitutionnel et de l'état de droit est de protéger vos droits contre des interventions externe, si des gens empiètent sur vous, exercent de la violence, vous ne permet pas de vous autodéterminer, ou s'il y a simplement des conflits. Donc, il peut, disons là, qu'il n'y a pas assez à manger et qu'il y a un conflit à qui appartient quel sandwich. Et avant que ça éclate en violence, bien sûr, il faut une police qui prévienne ça et il faut un juge qui règle ça, un médiateur et finalement aussi un juge qui règle ça. Ça, c'est l'état de droit. L'état de droit vous protège. Maintenant, si un politicien est élu et dit que moi, je ne fais rien. Et au cas où vous commencez à vous disputer sur des sandwichs, sur comment utiliser les lieux publics, etc., j'interviens pour trouver une solution. Il ne sera pas réélu. Si le politicien dit « OK, je vous protège non seulement de la violence d'autrui, mais je vous protège aussi des virus, je vous protège même du mauvais temps qui ne fait pas trop chaud pour vous, etc. Je vous protège que vous n'avez plus besoin d'entendre des opinions qui vous ne conviennent pas, et je vous protège de tout. » OK? Il y a un schème, c'est ce que je veux dire, il y a un schème immanent à l'état de droit que l'état de droit peut développer en l'état paternaliste, qui prend en charge une assurance contre tous les risques de la vie. Et c'est la même chose maintenant qu'on a vu avant. Si les politiciens cherchent à régler des choses, il leur manque les connaissances. Okay? Là, il manque aussi... Disons, il y a des risques dans la vie, mais la chose de les régler normalement, c'est qu'il y a des associations, il y a des coopératifs, des coopérations, etc., que les gens qui ont des préférences pareilles s'associent, etc., et qu'il y a différentes manières, comme Popper à nouveau, différentes stratégies, etc., mais pas une réglementation centralisée parce que la réglementation centralisée n'a pas la connaissance pour tout ça. Donc, il y avait aussi environnement de Benoît ce matin, l'environnement local, voir ce qu'on peut faire localement. Okay? Donc là, l'État paternaliste prend la place de welfare state. Okay? And the welfare state, ça c'est américain, the welfare warfare state, bien sûr, the welfare state, c'est maintenant une communauté fermée qui reçoit de l'aide sociale, etc., et à qui la distribuer et régler tous les risques, a aussi la tendance de devenir, en Suisse pas, en Suisse on est encore assez neutre, je ne dis pas encore à d'autres postes, a aussi la tendance de devenir un État impérialiste. Donc on a vu ça en Europe devant la Première Guerre mondiale et ensuite aux États-Unis, un warfare state. Et si j'avais le temps, on pourrait encore entrer dans le lien entre welfare et warfare state, mais ça capture, c'est une expression qui saisit très bien un développement néfaste que l'État de droit peut prendre. Et si l'État devient paternaliste et veut régler tout, il a besoin d'une économie. Il a besoin du business qui fait ça. Okay? On a vu tout ça, l'exemple du Covid à nouveau, mais aussi l'exemple, quelqu'un a posé la question avant, à qui ça sert ça? C'était là
De ce côté, à qui ça sert ça? Bien sûr, ça sert. Il y a toute une business d'énergie dite renouvelable maintenant. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec ça. Okay? Donc, l'État paternaliste peut aussi régler le climat. Bien sûr, il a maintenant besoin du business qui le fait. Et si moi, j'ai une idée de business, convaincre des clients, c'est difficile. Et je dois prendre responsabilité. C'était avant avec les marchés, bien sûr, chaque acteur doit aussi prendre responsabilité pour ses actions. Donc, si je convainc l'État, on me dit là, il y a un virus, ok, je monte une business, je produis maintenant des masques, vous devez les acheter, l'État les achète, moi j'ai le profit. Pire encore avec ces vaccins, on fait vite des vaccins parce que c'est une situation d'urgence. On ne peut pas faire tous les contrôles, les tests scientifiques, etc. Le groupe avec placebo groupe, observation, randomisation, etc. On ne peut pas suivre la méthode scientifique parce que c'est tellement urgent, etc. Donc, on crée artificiellement une demande pour des tels vaccins, bien qu'il soit clair qu'ils ne peuvent pas empêcher la propagation du virus, c'était clair dès le début, et c'était aussi clair que des gens qui ont un âge statistiquement moins que 70 ou 80 ans n'ont pas de risque accru de ces virus. Donc, on crée artificiellement une demande, l'État achète ces produits, et il n'y a pas de risque parce qu'on a accepté de responsabilité. Of course. I mean, ça c'est business model, bien sûr. Ça c'est le paradis pour gagner de l'argent. Okay? Donc, on a cette alliance big state, big business. Et je sais maintenant, c'est les deux. Of course, the big state creates the demand. Et big business, c'est OK, moi, mes produits sont pour le bien commun, mais bien sûr, je ne peux pas courir le risque de devoir convaincre les gens. Non, ça doit être payé par l'État, c'est-à-dire par la coercition via des impôts. Et voilà. Et bien sûr, je ne peux pas prendre la responsabilité si ça va mal. J'ai sauvé le monde, donc il y a peut-être quelques morts, mais j'ai sauvé le monde. Ça ne fait rien. Et bien sûr, mes profits, c'est clair. Donc, il y a tout cet Unterbau-là qui est le problème. Et aussi qu'il y a une évolution immanente à partir des sciences. Ça peut dégénérer entre le scientisme. L'état de droit, ça peut dégénérer entre l'état paternaliste. Donc, pour tous ceux qui me soupçonnent d'être complotiste, je dis maintenant explicitement que je suis scientifique, donc on analyse les hypothèses d'explication. Donc, il n'y a pas de complot. Peut-être il y a des gens qui se coordonnent, mais ça, il y a toujours. Le problème n'est pas qu'il y a une petite élite qui agit contre le peuple. Ça existe aussi, mais ce n'est pas le problème fondamental. Il n'y a pas une dégradation morale. Le problème, qu'il y a un trend fort qui est formé par ces 4 éléments. Et peut-être il y a encore plus, mais moi, je m'arrête là. J'ai trouvé ces 4. Si on prend maintenant la conjonction, on a le trend qui nous pose problème. Ce n'est pas qu'il suffit d'isoler qui sont les coupables, là, disons dans la liste des candidats, Bill Gates, Klaus Schwab, etc. Mettez-les sur un île isolée, privée, de communication avec le reste du monde, vous n'aurez pas résolu le problème. Parce que pour autant que ces facteurs existent là, on a le problème. Donc, on doit faire du travail. On doit écarter le Überbau, et ça va se faire maintenant. Okay? Donc, si vous voyez les évolutions aux États-Unis, il y a de l'espoir que ça se fait. Mais il y a aussi le travail là. Pour autant que cette structure reste en place, ça c'est la structure réelle. Vous voyez, je suis marxiste au fond. Okay? Si cette structure réelle, cet État qui
qui réclame des prérogatives de déclarer des urgences, qui peut nous priver à chaque moment de nos droits. Et si ce capitalisme, crony capitalisme en anglais, capitalisme de connivence, comme traduction française, si ça reste en place, si ces forces restent en place, bien sûr, ils peuvent changer le Überbau. Donc, finito avec une idéologie, on prend une autre. Donc, on doit faire du travail. Donc, on doit faire au moins 3 choses. Donc, la tâche, la leçon sera bientôt finie, mais comme à l'université, je dépasse toujours mon temps, ok, donc de 5 minutes. Je vous donne la tâche de lire Emmanuel Kant. C'est un petit texte oui, je vous donne la tâche de lire Emmanuel Kant, ça vous fait du bien. Donc, c'est un petit texte. Qu'est-ce que les Lumières? Il y a 200 ans. Et maintenant, je vous offre à nouveau un croissant ou un café ou je ne sais pas quoi, ou un livre. Si maintenant, la tâche est vous remplacer dans ce texte religion par science, parce que c'est fin 18e siècle, donc le contexte c'est la religion, et les prêtres, les gens, les précepteurs, oui, ça c'est la traduction française, Vormünder en allemand, les précepteurs par les experts aujourd'hui. Et vous me dites si vous voyez une différence. Moi, je n'ai pas trouvé de différence. Donc, si je remplace dans ce texte religion par science, précepteur par expert, c'est la même chose. Donc, Kant écrit comment on nous prive de notre faculté de jugement. Et il nous dit, disons, moi je suis, disons, ancien, old-fashioned, donc je n'ai pas d'autres idées que Kant. Donc, pour en sortir, il faut 3 choses. Il faut utiliser sa propre faculté de jugement au lieu de se fier à des experts. Vous prenez des décisions dans la vie, avec qui vivre, avoir des enfants ou non, acheter une maison, comment, quelle profession, etc. Vous prenez vous-même des décisions dans votre vie. Vous en êtes capable. Vous êtes capable. Shut up, don't listen to these self-proclaimed experts. Ils ne savent rien. Ils savent quelque chose, bien sûr, mais ils ne savent rien sur votre vie. Vous pouvez juger vous-même, et je peux vous, si on a du temps dans la discussion, je peux vous donner des exemples que vous pouvez juger. J'ai donné pour le climat déjà, donc si on dit énergie nucléaire, etc., je suis pro-énergie nucléaire. Comme ce n'est pas la seule solution, mais ça fait partie de la solution. Ça ne peut pas, disons, si on dit pour sauver le climat, supprimer le nucléaire, il y a quelque chose qui ne va pas parce que le nucléaire, ce n'est pas polluant. Okay? Donc, si on vous dit que si on doit vous confiner pour un virus, il y a quelque chose qui ne va pas. Si un virus dangereux, vous vous confinez vous-même. Vous n'attendez pas à ce qu'un politicien vous dise s'il y a vraiment quelque chose de dangereux, il faut se confiner maintenant. S'il y a quelque chose de dangereux, il y a un remède sous forme de vaccination, vous allez tous vous faire vacciner. Vous n'attendez pas un politicien qui vous offre une saucisse aux 50 francs pour le faire. Vous voyez tout de suite qu'il y a quelque chose qui va mal là-dedans. Donc, vous pouvez toujours utiliser votre faculté de jugement. Vous savez que toujours, s'il y a de la centralisation et une concentration du pouvoir, il faut s'en méfier, parce que nous sommes des êtres humains. Nous pouvons tous être corrompus par le pouvoir. C'est pour ça qu'il faut de la décentralisation, qu'il faut de la compétition, de la concurrence. Essayez, si on n'a pas incertitude sur l'avenir, essayez différentes stratégies, essayez différentes manières de s'arranger, de résoudre un problème. On verra dans la pratique ce qui marche, ce qui ne marche pas, et ce qui marche en Suisse ne marchera pas forcément au Brésil, etc. Donc, contre la centralisation et la concentration du pouvoir. Donc, nous devons aussi attaquer le Unterbau, cet État qui se réclame le droit de nous imposer quoi que ce soit sous forme d'état d'urgence, etc. Ça, il faut attaquer. Et finalement, il faut le courage de faire usage public de votre raison. Okay? Ça, c'est, selon Kant, la seule manière d'avancer les Lumières. Donc, je réclame que dans les dernières 50 minutes, j'ai fait usage public de ma raison en tant que citoyen, etc. Donc, j'ajoute que je n'ai pas parlé au nom d'aucune institution, etc. Je parlais au nom de ma propre personne, utilisant et vous invitant à avoir le courage
d'utiliser votre raison, de ne pas vous faire intimider par les médias, les pseudo-scientifiques, etc. Ce qu'il y a là, ça demande pour en sortir. C'est pour ça ce qui est dangereux si vous dites c'est les Schwab, les Gates, etc. qui sont très loin. C'est vous. C'est vous, on doit, comme j'ai dit avant en Suisse, on a une démocratie, on a la possibilité de voter. Donc, il faut essayer, même si c'est difficile, même si on n'a pas, si on ne connaît pas toujours le succès, c'est la seule moyen de le faire. Essayez de convaincre vos concitoyens, vos proches, de faire quelque chose. Donc, en bref, essayez de construire une société par le bas, par les interactions volontaires, au lieu de par le haut, par un État, par la contrainte étatique. La contrainte étatique crée toujours et uniquement des dégâts. La sortie et interaction volontaire entre nous, yes, we can do it, créer, construire la société par le bas, par des interactions volontaires. Et ça demande un effort, un engagement de chacun de nous. Nous ne pouvons pas dire il y a les mauvais là, il y a des mauvais, etc. Mais nous devons faire quelque chose, hic et nunc, ici et maintenant, essayer, même si c'est difficile, de construire d'en bas notre société. Merci de ce détail.